Bonjour à tous. Dimanche 15 janvier 2023, j'ai interviewé Lorelai Martin, de son nom de plume, une auteure audoise de romans feel good, qui nous en a dit plus à propos de son parcours, de ses projets et de ses livres. C'est une auteure que j'ai rencontrée au Salon du Livre de Rouvenac en novembre 2022 et à qui j'avais proposé de réaliser cette interview. Donc, je vais vous laisser découvrir cette auteure passionnée, passionnante, qui a énormément de créativité et qui est très intéressante à découvrir. Bonjour Lorelai, merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'interview que je t'ai proposée. Avec plaisir. Alors, est-ce que pour commencer cette petite interview, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Oui, alors en quelques mots, je vais essayer parce que je suis un peu bavarde. Alors, je vais essayer de faire vite. Donc, je m'appelle Lorelai, enfin c'est mon nom de plume. J'ai un peu plus de 40 ans. J'habite dans le sud, près de Carcassonne. Je suis mariée, maman de 2 enfants. Et mon activité principale, disons la plus lucrative, hein, c'est pas d'être auteur encore, malheureusement. Je suis assistante maternelle. Voilà. Et aussi, j'ai monté une auto-entreprise d'écrivain public qui marche moyennement, selon certains mois un peu plus. Mais voilà, j'ai ces 3 casquettes-là pour l'instant. Ok, ça marche, c'est super, c'est très bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire depuis quand est-ce que tu écris exactement ? Alors, exactement, je ne sais plus parce que j'ai l'impression que j'ai toujours écrit du plus loin que je me souvienne. En fait, ça a commencé très jeune. Je devais avoir aux alentours de 6 ans, je pense, et 6-7 ans. Et j'allais en vacances chez mes grands-parents pendant les vacances, pendant que mes parents travaillaient. Et chez mes grands-parents maternels, ma grand-mère m'avait confié un carnet qui était spécial puisque c'était un vieux carnet dans lequel avait mon arrière-grand-mère, donc sa mère, avait écrit des poèmes et des textes en prose. Et ensuite, j'ai découvert en le lisant que ma grand-mère aussi avait écrit dedans des choses, que ma mère aussi avait écrit des choses. Et ça m'a fascinée et j'ai commencé à écrire en fait dans ce carnet. Alors, je me souviens plus de ce que j'écrivais. Je pense que ça devait être des petits poèmes, de 6-7 ans, quoi. Et ensuite, ça s'est plus développé quand j'étais en CM1, CM2. J'avais un instituteur que j'adorais et qui était extraordinaire d'ailleurs. Et on devait écrire des rédactions, hein, comme tous les enfants de primaire, en expression écrite. Et on était parti en classe verte. Alors à la base, c'était une classe de neige, mais il n'y avait pas neigé, donc ça avait fini en classe verte. Et au retour, on avait dû chacun écrire un petit texte pour raconter nos vacances à nos parents. Et en fait, moi, j'étais partie sur un truc complètement inventé qui se passait pendant cette période, mais qui était de la fiction pure, alors que tout le monde avait raconté bien sagement, avait bien suivi les consignes. Et moi, j'étais partie dans une histoire de, je crois, télésiège qui tombe en panne, avec des enfants coincés dessus. Enfin bon, bref, j'avais inventé toute une histoire. Et quand le professeur a lu mon histoire, il a pas du tout été choqué que je n'ai pas respecté la consigne. Au contraire, il était à fond, il m'a encouragée. Je me souviens que on avait une soirée diapo vidéo pour montrer aux parents les photos des vacances et j'avais dû lire mon texte. J'avais dû monter sur une chaise debout pour lire mon texte à tous les parents dans la salle parce que voilà, c'était remarquable et voilà, et ça m'a marqué et il m'a vachement encouragée cet instituteur. Il m'a toujours dit à partir de ce moment-là, je suis sûre que tu seras écrivain un jour. Donc voilà, ça a fait son petit chemin dans ma tête. Et donc après, depuis, j'ai pas arrêté d'écrire en fait. Alors j'ai eu des périodes un peu plus calmes, mais j'ai toujours aimé ça, quoi. Ouais, donc ça remonte vraiment à ton enfance finalement, tout ça. Voilà, oui, carrément, oui. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que l'écriture te procurait ?
à ces moments-là? Ouais. Est-ce que ça te Alors, plaisait? Est-ce que ça, enfin oui, ça te plaisait, oui, mais est-ce que ça te, voilà, qu'est-ce que ça te faisait d'écrire? je pense que ça me valorisait un peu parce que j'avais pas vraiment confiance en moi dans la vie en général. Et ça, c'était un truc, je savais que je savais à peu près faire apparemment. Ouais, Et du coup, ça a toujours été un truc spécial. Et puis après, ben, j'ai découvert ce que ça a procuré aux gens, du coup, aussi, parce que j'ai toujours beaucoup, beaucoup lu. Toute petite, ma mère, elle m'amenait tous les mercredis à la bibliothèque et on ressortait avec des paquets de livres. Et la semaine suivante, je ramenais les livres pour en reprendre d'autres. Enfin, j'arrêtais pas de lire. Et ça me procurait des émotions à moi et j'avais envie de procurer ça aussi aux gens. Et voilà. Et après, c'est devenu tellement naturel, en fait, pour moi d'écrire. Je dis souvent, pour moi, c'est comme respirer. Ça coule tout seul, c'est naturel. Et du coup, bah, ça me procure un bien-être. Et à l'époque, je pense que ça devait aussi me faire du bien, quoi. Je me souviens plus précisément de ce que je ressentais à ce moment-là, mais je pense que c'était ça. d'accord. Donc ouais, ça fait pas mal d'émotions et l'écriture, oui, t'apporte Ouais, quelque chose de positif. voilà. Et Ouais. puis Généralement, aujourd'hui, c'est ce que ça fait beaucoup. ouais, c'est vrai que après c'est aussi une thérapie. Alors à l'époque, j'avais pas besoin de Ouais. d'extérioriser forcément beaucoup de choses, mais c'est ce que beaucoup d'auteurs disent, c'est que l'écriture, quand on écrit, on vide tout ce qu'on a dans la tête, on pense à autre chose et ça fait du bien, quoi. C'est tout. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et est-ce que tu as gardé tout ce que tu as écrit depuis que tu as commencé à écrire? Alors non, malheureusement, j'aurais vraiment aimé récupérer ce carnet, ce premier Ouais, carnet. Bah, après le décès de mes grands-parents, je sais pas où il a disparu. Il a dû être perdu dans un déménagement. J'ai jamais pu le retrouver. J'ai demandé à ma mère, mais elle sait pas où il est. Mon parrain m'a envoyé un autre carnet qu'il avait gardé lui, où il y a aussi des textes de notre arrière-grand-mère, mais c'est pas celui dans lequel j'ai écrit. Donc je le garde quand même parce que c'est quand même quelque d'accord. chose de très précieux. Mais non, j'ai pas gardé même les textes que j'ai écrits après. Je sais pas du tout ce qu'ils sont devenus. J'ai toujours des textes que j'ai écrits il y a 20 ans à peu près, quand j'étais jeune, quand j'étais étudiante, j'en ai gardé quelques-uns, mais les tout premiers, non, je les ai plus, malheureusement. Et ouais, tu le regrettes un petit peu, malheureusement, de Ben pas oui, avoir pu les garder. je sais pas si je les aurais lus tous les jours non plus, mais voilà, ça aurait fait ouais, un souvenir, quoi. Ouais, ça serait resté, mais je comprends. Ouais, ouais. Et donc, depuis que tu écris, est-ce que ça a toujours été là, ce rêve de publier un livre, ou est-ce que ça a démarré plus tard? Je me souviens pas. Je pense que je me rendais pas compte quand j'étais enfant de ce que ça représentait. Je sais juste que voilà, quand j'allais à la bibliothèque, ça a dû m'arriver, ça a dû me traverser l'esprit de me dire, purée, j'aimerais bien un jour qu'il y ait un livre ici qui porte mon nom. Ouais, Bon, au final, il n'y a aucun livre qui porte mon nom parce que c'est pas mon vrai nom, mais bref, que j'aurais écrit qui serait dans cette bibliothèque. C'est venu plus tard, je pense vraiment en grandissant, quoi, quand je me suis rendu compte de ce que ça représentait. Ben, j'écrivais vraiment pour moi au début. Je faisais lire à personne. Bon, à part à cet instituteur, mais c'était un devoir d'école, donc c'est pas pareil. Ma mère, par exemple, qui aujourd'hui lit tout ce que j'écris et est ma plus grande fan, j'ai mis très très longtemps à lui faire lire des choses que j'avais écrites. Je les gardais pour moi. Alors je sais pas si j'avais honte ou pas, mais c'était un peu mon jardin secret en fait. Et ouais, et du coup, ouais. je imaginais pouvoir le faire lire à des gens en dehors de ma famille où c'était improbable quoi. Mais c'est venu plus tard quand j'écrivais parce que j'ai eu un blog à un moment donné où je mettais pas mal de textes et j'avais une vingtaine, 25 ans et à ce moment-là, oui, j'avais beaucoup de retours de gens qui me disaient voilà ce que tu écris, ça me parle, ça me fait du bien, etc. Et là, oui, ça a pu commencer à me travailler en me disant ce serait pas mal de partager du coup ça avec encore plus de monde. Mais merci d'avoir répondu à cette question. Et puis, on va peut-être passer du coup sur Ouais. ton parcours professionnel.
Donc, j'ai vu sur tes réseaux sociaux que tu avais écrit une publication qui indiquait les 3 métiers que tu avais réalisés au cours de ta vie, mais aussi ce que tu fais actuellement. Bon, tu l'as dit, tu nous l'as dit au début de l'interview. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet, nous expliquer voilà, les différentes expériences que tu as vécues au cours de ta vie, professionnellement parlant? Oui. Alors déjà, j'ai fait des études de cinéma à la base parce que je voulais être Ouais. scénariste. Donc, j'ai habité dans le Nord à l'époque, puisque je suis originaire du Nord. Et je voulais être scénariste, évidemment, puisque grande passionnée de cinéma et d'écriture. Et le truc, c'est que j'étais très jeune enfin, j'étais jeune, j'avais sauté 2 classes. Donc, j'ai eu mon bac, j'avais pas encore tout à fait 17 ans. Et donc, j'ai fini mes études de cinéma, j'avais 21 ans, quoi. Donc, j'étais très timide, pas du tout dégourdie, et je me voyais pas rentrer dans ce milieu qui me faisait peur, finalement. Ben, c'est bête parce que c'est ce que je voulais faire et c'est pour ça que j'ai fait ces études. Donc, en fait, je suis partie dans autre chose qui n'avait absolument rien à voir parce que j'avais mon indépendance à ce moment-là. J'habitais avec mon petit copain de l'époque et il fallait que je travaille pour participer au loyer, etc. Donc, j'ai fait des petits boulots. J'ai fait ce que je pouvais bien trouver. Donc, j'ai distribué des prospectus à la sortie des centres commerciaux. J'ai fait du babysitting. Bon, ça se rapproche de ce que je fais actuellement. Et aussi, j'ai fait ce que je ne conseille à personne. C'est-à-dire que j'ai été télévendeuse dans plusieurs entreprises. Alors, il y en a dans lesquelles ça s'est bien passé, d'autres beaucoup moins. Voilà, j'ai fini en dépression totale, à pleurer le matin pour y aller, à me faire insulter toute la journée, à subir la pression des supérieurs qui veulent que tu fasses du chiffre, quoi qu'il en coûte. Et j'ai fini voilà avec les tympans détruits, les vocales abîmées de parler toute la journée. Bref, très mauvais souvenir. Et voilà, mais j'avais pas le choix, donc il fallait bien que je travaille et je trouvais rien d'autre. Donc j'ai fait ça. J'ai aussi été vendeuse en magasin. Alors là, pareil, pas du tout mon truc. Moi, le côté commercial, c'est toujours un truc qui me pose problème. C'est pour ça que écrire des livres, ça va. Arriver à les vendre, c'est toujours plus compliqué pour moi. C'est autre chose. Voilà. Donc, je faisais pareil, hein, parce que, voilà, il fallait bien. Mais vraiment, je devais vraiment prendre sur moi très, très fort. Et aussi, à une époque, à l'époque où j'ai quitté la télévente, j'avais monté une auto-entreprise d'écrivain public déjà à l'époque, à Montpellier, où j'habitais à l'époque. Et je faisais, alors il n'y avait pas beaucoup de boulot, mais j'ai fait des biographies pour des personnes qui voulaient raconter leur vie, des articles dans certains journaux, des petits choix, et aussi surtout des ateliers d'écriture. Alors j'en ai fait pour les enfants surtout, dans des maisons de quartier à Montpellier pendant des vacances, et des ateliers de loisirs créatifs, parce qu'à l'époque, c'était aussi ma grande passion. Tout ce qui était scrapbooking et tout ça, je sais pas si tu connais. Et là, c'est pour faire des albums photos décorés avec plein de trucs. Et donc, je faisais ça aussi dans des maisons de quartier pour des gens qui s'intéressaient. Et j'avais loué un local aussi à côté de chez moi pour faire ça le soir pour d'autres personnes. Donc, ça a duré 1 an à peu près. Voilà, clairement, je gagnais pas ma vie, hein. Mais voilà, j'ai fait ce que j'aimais. Et puis, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça allait pas suffire pour le loyer. Et encore, voilà, j'ai réarrêté pour faire quelque chose d'alimentaire. Voilà. Et aujourd'hui, donc, je suis assistante maternelle. J'ai été aussi ATSEM dans une école maternelle pendant 3 ans, puisque j'ai eu le concours. Ça s'est pas très bien fini, voilà, mais je pense que c'était le moment que je m'arrête. Et pendant ces 3 années, j'ai quand même passé des bons moments. Je me suis quand même éclatée la majorité du temps, on va dire. Mais là, voilà, je suis nounou, ça me convient pour l'instant, même si voilà, je sais que je ferai pas ça toute ma vie, comme ils disent dans Les Inconnus. Mais voilà, je suis bien avec les enfants. J'exprime mon côté créatif parce qu'il faut toujours trouver des nouvelles idées
pour leur faire des activités, tout ça. Donc, comme j'ai toujours le cerveau en ébullition, ben voilà, je m'en sers comme ça. Et puis, voilà, j'ai des bons parents, des bonnes familles qui respectent mon travail. Donc, ça va, ça se passe bien. Bon, tant mieux, tu as l'air d'avoir trouvé un certain Ouais, équilibre aujourd'hui avec ce que oui, tu oui. fais. Et justement, est-ce que tu as le rêve un jour de pouvoir vivre de ta plume, uniquement de ta plume? Alors, comment te dire? Je ne, je ne rêve que de ça. C'est mon plus grand rêve. D'accord. Enfin, j'adore. J'aime beaucoup mon métier, mais clairement, c'est pas ce qui m'épanouit le plus. Voilà, j'en rigole de temps en temps. Je dis, je vais pas changer des couches toute ma vie. Le fait de changer des couches. Oui, Mais voilà, c'est pas ce qui ce qui m'épanouit intellectuellement, on va dire. Euh, voilà, je leur apprends des choses, je suis là pour eux, j'essaye de les éveiller, donc j'ai quand même ce côté un peu, voilà, quand même pas, voilà, je les mets pas devant la télé toute la journée avec des cubes et des Legos, quoi. J'essaye quand même de leur apprendre des choses, mais c'est pas ma passion, et c'est pas mon envie pour le futur, quoi. Et je voudrais me lever le matin, penser à mes personnages et ne penser qu'à ça oui. et avancer dans mes livres sans devoir attendre d'être disponible pour ça et pouvoir sortir plus de livres parce que là, du coup, évidemment, ça me prend beaucoup plus de temps et j'en sors beaucoup moins que ce que je voudrais. Mais ouais, c'est mon rêve, voilà, me lever le matin et ne penser qu'à ça, m'occuper de mes enfants de temps en temps et quand même, mais que c'est bien et pas être soumise à des horaires de travail où Je là, il faut comprends. aller les chercher à l'école, là, il faut faire à manger, là, enfin voilà, vraiment être une petite égoïste qui pense qu'à moi pendant la journée et puis m'occuper du reste de la famille le soir quand je me suis bien éclatée dans mon truc, quoi. Non, mais oui, je comprends, hein. C'est vrai qu'on a tous cette envie de se lever le matin et d'être heureux dans le métier qu'on exerce, hein. Ouais, ouais. Donc, Bon, après, je suis pas malheureuse, hein, mais c'est vrai que je sais que voilà, je m'épanouirais encore plus là-dedans, quoi. ouais, en vivant uniquement de l'écriture. Ouais, ouais. Mais j'en suis loin, Et je donc, pense. justement, alors, il ne faut pas désespérer, un jour, qui Non, sait, non, ça non. fonctionnera. Oui. Et donc, justement, à propos d'écriture, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi un nom de plume pour écrire? Alors, oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon mari est enseignant et il a enseigné en lycée et il y a quelques années en arrière, j'avais ouvert un blog de cuisine parce qu'à cette époque-là, j'étais passionnée de cuisine. Voilà, je sais pas pourquoi ça m'est passé, mais mais donc voilà, j'avais ouvert un blog de cuisine où je mettais les recettes que je faisais et un jour, il est rentré du travail en me disant que ses élèves, alors il avait des classes un peu turbulentes à l'époque, puis il y en avait qui avaient trouvé mon nom sur Internet et qui étaient remontés jusqu'au blog de cuisine et qui lui avaient posé des questions sur sa femme, nanani, nanana. Et à partir de là, il m'a dit, écoute, ça serait bien que sur les réseaux sociaux, si tu y es, tu mettes pas ton vrai nom pour pas qu'on puisse, que lui, il n'est pas du tout Oui, réseaux sociaux, pour pas qu'on puisse remonter jusqu'à moi si jamais ça devait se reproduire. Donc voilà, j'avais gardé ça dans un coin de ma tête et quand il a fallu choisir ben, si je gardais mon vrai nom ou alors, j'aurais pu prendre mon nom de jeune fille, mais bon. Dans ma tête, en fait, depuis que j'étais toute petite, j'adorais ce prénom Lorelai quand j'étais petite. Et je m'étais dit à l'époque, je me souviens encore, que si un jour je devenais écrivain, je m'appellerais Lorelai. Et donc, voilà, j'ai pris Lorelai et Martin parce que c'était un nom de famille courant, que ça passait partout et que ça sonnait ouais, bien avec le prénom. Voilà, je me suis pas cassé la tête pour le nom de famille. Mais voilà pourquoi j'ai pris un nom de plume pour protéger ma famille, ma vie privée d'accord. et voilà. Après, je dis pas, après, je me suis habituée, je sais que les gens se sont habitués. Pourquoi pas un jour, si j'ai envie d'écrire dans un autre style, je sais que ça se fait, prendre mon nom de jeune fille, quoi. Comme ça, je suis tranquille. Bon, je pense pas que mes parents, ça les embêtera. Au contraire, ils seraient contents d'avoir leur nom sur une couverture de livre. Mais voilà, je sais pas, peut-être dans le futur, je prendrai ma vraie identité, mais non, pour l'instant, je reste comme ça. Bon, bah, c'est très bien. Moi, j'avais bien aimé, en tout cas. Je pensais que c'était
ton vrai nom et Ouais. prénom à la base. Et quand j'ai vu ça sur tes réseaux sociaux, je me suis posé la question. Donc maintenant que je Ouais, ouais. sais, voilà, Mais en plus, c'est c'est un bon moyen de, par exemple, en dédicace, il y a beaucoup de gens qui voient écrire mon nom et qui viennent me dire, il est joli votre prénom, ou qui viennent me parler de mon prénom. Et du coup, je leur dis, bon, c'est pas le vrai. Et du coup, ça les attire dans un sens parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ce prénom ouais. et ils ont toujours des choses à dire. Donc, des fois, ça peut m'aider à lancer un peu un échange. C'est vrai que ça doit bien aider. Oui. Et alors, combien est-ce que tu as écrit de romans à ce jour? Et est-ce que tu peux nous les présenter, nous dire de quoi est-ce qu'ils parlent? Oui. Alors, j'en ai écrit trois. Alors, le quatrième est bientôt fini, mais j'en ai sorti trois. Ce sont des romans contemporains, comme on dit, feel good plutôt, même carrément. Et en fait, donc j'ai une duologie et un one shot. Donc la duologie, le premier tome est sorti en 2017, s'appelle Backstage. C'est l'histoire, ça se passe à Montpellier, c'est l'histoire de 8 personnages principaux qui sont tous non pas de nationalité, de génération et d'âge différents. Et de milieux Ouais. sociaux différents aussi, et qui ont tous plus ou moins des liens entre eux, que ce soit des liens familiaux, amicaux, sentimentaux, euh, amoureux ou professionnels, voilà, et qui ont leur vie donc individuelle, chacun de leur Oui. côté, mais aussi donc des choses qui se croisent. Et j'aborde donc dans ces deux tomes, donc celui-là et le deuxième qui s'appelle Et l'orage s'est envolé, qui est sorti en 2021. Il y a eu une grosse pause entre les deux. J'ai eu une grosse panne d'inspiration, plus moyen d'écrire, donc j'ai mis 4 ans quand même à sortir le deuxième. Et, et voilà, donc c'est aussi question beaucoup de résilience, d'espoir, parce qu'évidemment c'est des récits de vie. Donc dans la vie, bah, il y a des bons moments et aussi des mauvais Ouais. moments. Donc je parle de tout ça, du fait de devoir se relever après une épreuve, l'entraide entre chacun. Et puis, j'en profite aussi pour aborder des thèmes d'actualité qui me tiennent à cœur, comme l'homophobie, la maladie, la recherche de ses racines, enfin, ce genre de choses. Voilà, j'aime beaucoup faire passer des messages dans mes livres. Donc, quand il y a un thème ou voilà, un sujet qui me tient à cœur, ben, je fais passer le message à travers mes personnages. Mais beaucoup de cœur aussi à ce que le lecteur puisse s'identifier au personnage. Donc, Ouais. je mets beaucoup de sensibilité. Je parle beaucoup des émotions des personnages. Ça, c'est un peu ma marque de fabrique. C'est ce qu'on me dit souvent. Et quand on me dit justement qu'on a réussi à se reconnaître dans un personnage parce qu'on a vécu la même chose et que ça nous a aidé, voilà, j'ai eu plein de retours dans ce sens. Ben voilà, je me dis que j'ai pas tout raté. Voilà. Et du coup, ça, c'est les deux premiers. Alors, je ne suis pas contre le fait qu'un jour, il y ait un troisième parce que je les ai laissés dans des situations qui peuvent être poursuivies par la suite. Et je suis très attachée à eux. Donc, je n'ai pas envie de les laisser. Alors, j'en ferai pas 10 non plus. Mais je trouve que 3, c'est un bon chiffre. Et puis, voilà, j'aborde aussi comme ça se passe de nos jours, en fait, j'aborde plein de moments qu'on a vécu. Voilà, par exemple, les attentats de 2015, j'en parle parce que ça se passe à cette époque-là. Et j'essaye de montrer à travers les yeux des personnages comment eux, ils l'ont vécu, comme toute D'accord. la France l'a vécu. Et donc, le troisième, qui n'a rien à voir avec les deux autres, je l'ai écrit à la base pour un concours d'écriture qui a eu lieu sur Fixia il y a l'été, pas celui-là, celui d'avant. Et c'était un concours feel good. Je ne sais pas si tu connais le principe de Fixia, mais en fait, plus les Non. gens, euh, plus les gens interagissent avec les chapitres que tu postes, plus ça débloque les chapitres suivants. Et le D'accord. but, c'est d'avancer le plus dans l'histoire. Et donc, j'avais choisi un concept qui était pas mal pour ce genre de concours, c'est que en fait, les gens ils pouvaient tomber sur le concours et prendre le chapitre qu'ils voyaient, le premier chapitre qu'ils voyaient, sans avoir forcément vu les chapitres précédents. Et en fait, donc c'est l'histoire de Lily qui travaille dans un petit café-resto du 15e arrondissement à Paris.
qui est serveuse. Et en fait, chaque chapitre, c'est le portrait d'un de ses clients ou de quelqu'un qui passe dans le café. Ça peut être quelqu'un de sa famille, un ami, même un collègue de travail. Et elle les décrit, alors quand elle les connaît pas, elle les décrit de ce qu'elle perçoit d'eux en les observant. Parce que moi, je fais tout le temps ça quand je suis dans un endroit toute seule et que je regarde les gens autour. J'imagine toujours plein d'idées de scénarios de ce qu'est leur vie dans ma tête. Et voilà. Et là aussi, du coup, bah, c'est des personnages qui peuvent être un peu stéréotypés, mais pas tant que ça, parce que du coup, ben, je fais passer aussi des messages. Je parle de religion avec un prêtre, je parle d'une personne trans, je parle, enfin voilà, d'euthanasie aussi, enfin voilà, plein de thèmes. Chaque personnage a sa propre identité et comme il y a des habitués dans le café qui reviennent de temps en temps, et ben de temps en temps ils reviennent dans un chapitre ou alors ils ont sympathisé avec un autre client, donc je fais un chapitre commun. Voilà, donc je l'ai sorti en format poche celui-là parce que je trouvais que ça se prêtait bien, parce que c'est le genre de petit livre qui se lit facilement, qui peut être glissé dans un sac et voilà, qu'on peut lire entre deux rames de métro ou et voilà. Et donc du coup, je l'ai sorti en juin 2021 avec une campagne Ulule et où j'ai eu pas mal de précommandes et il s'appelle donc Ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard. D'accord. Donc, bah, c'est celui-ci sur lequel je me demandais si ce titre t'était inspiré d'une chanson de Jean-Jacques Goldman ou non. Eh ben oui. Ah bah oui, ça va. J'aime beaucoup. Alors, je sais que je suis pas la seule à faire ça, c'est pas très original, mais j'adore mettre des titres, un bout de chansons dans mes titres parce que j'adore la musique presque autant que l'écriture. C'est vraiment ma passion et j'écoute de la musique à longueur de temps. Et j'aime bien, du coup, depuis le deuxième livre que j'ai écrit, j'essaye de faire ça, de trouver un petit bout d'une chanson qui correspond à l'histoire. Et puis Jean-Jacques Goldman, c'est la base. Voilà, c'est le boss. Donc, c'est pas mon préféré, mais c'est quand même, on peut pas se le cacher, quelqu'un qui compte. Et cette chanson, c'est une de mes préférées de lui. Et du coup, quand j'ai lu le texte, je suis restée sur cette phrase. Et à partir de ce moment-là, j'ai pas pu imaginer autre chose dans ma tête que ce titre. Alors, je sais qu'il est très long, mais voilà, je l'aime trop. Mais justement, ça marque. Enfin, moi, ça m'a marqué quand je l'ai vu et j'étais c'est Jean-Jacques Goldman, ça. Enfin, c'est évident. J'espérais qu'il me fasse la passe, mais bon, je n'ai pas réussi à le joindre. Ah, ça, c'est dommage quand même. C'est dommage. Ça aurait été pas mal. Et donc, concernant tous ces romans, toutes tes histoires, comment te vient l'inspiration de ces histoires? Est-ce que c'est ton environnement qui t'inspire ou alors c'est ton imagination? Enfin, comment est-ce que ça se passe quand tu écris des histoires avec l'inspiration? Alors, un peu des deux, mais c'est beaucoup plus ma vie. Alors, ma vie ou celle de gens qui m'entourent. J'aime beaucoup écouter les gens parler et du coup, de temps en temps, il y a l'idée comme ça qui me vient. Ça peut être des amis qui ont vécu telle ou telle situation et que je replace dans mon livre parce que je trouve que c'est important d'en parler. Mais il y a aussi beaucoup, surtout dans mes deux premiers romans, il y a beaucoup, beaucoup de moi dans presque chacun des personnages. Voilà, bon, Marie-Lou, c'est la télévente. Et puis aussi, après, on découvre que son rêve, c'est d'écrire des livres. Donc là, il y a beaucoup de moi dans Marie-Lou pour le coup. J'ai Raphaël qui est étudiant en cinéma. Donc, j'ai raconté aussi à travers les yeux de Raphaël ce que c'était d'être étudiant en cinéma. Bon, j'ai pas été chercher très loin pour le coup. J'ai Célia qui est institutrice. Alors, j'ai pas été institutrice, mais j'ai travaillé dans une école. Donc, voilà, j'ai Camille qui est fan au début du tome 1, très très fan d'un chanteur qui le suit partout. Bon, ça, j'avoue, je le fais aussi et je le fais encore, même si je me suis un peu calmée. Mais voilà, c'est plein de petits détails comme ça de ma vie que j'insère dans mes histoires. Il y a aussi dans mes deux premiers romans un personnage qui est fortement inspiré du chanteur Vianney parce que c'est
ma, ma muse. J'exagère un peu. Mais en fait, pour la petite anecdote, bon, j'ai toujours écrit et mon rêve, c'était d'écrire un jour et de terminer un roman parce que j'écrivais toujours des débuts et jamais la fin, comme beaucoup de gens. Et un jour, j'ai entendu une chanson de lui, de son premier album, et ça m'a fait tilt, ça m'a vraiment fait un déclic. Et c'est une chanson qui parlait du fait de réaliser ses rêves, etc. Et je ne sais pas pourquoi cette chanson, elle m'a parlé. Et à partir de ce moment-là, j'ai fini d'écrire mon roman. Et du coup, je l'ai mis dedans. Donc, en fait, il y a un personnage de musicien-chanteur, qui lui ressemble beaucoup par des petites anecdotes de lui, voilà. Et d'ailleurs, le tome 2 s'appelle Et l'orage s'est envolé parce que c'est le titre, ça fait partie des paroles de cette fameuse chanson qui m'a été le déclic, voilà, qui s'appelle Notre-Dame des oiseaux. Et je lui ai offert mes 2 premiers romans. Il était un peu, parce que bon, je l'ai rencontré plein de fois et il me connaît depuis le début. Et voilà, du coup, je lui ai offert mes 2 romans. Je ne sais pas s'il les lira, mais en tout cas, il les a écrits. Je lui ai fait une belle dédicace dans chacun des romans. Voilà, comme ça, la boucle est bouclée. C'est super, franchement, c'est une jolie anecdote. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a aussi des auteurs qui t'inspirent? Oui, alors en fait, le premier auteur qui m'a vraiment inspirée quand j'ai commencé à m'y mettre vraiment, c'est Catherine Pancol. Pardon. Catherine Pancol, avec sa série, surtout sa série des crocodiles, les écureuils et tout ça, là. Parce qu'aussi, beaucoup de personnages qui se croisent. Et moi, c'est ce que j'adore lire, en fait. Pareil, hein, tous les films genre Love Actually, Happy New Year, enfin tout ce genre cinématographique de films choral, comme on dit, où il y a beaucoup de personnages et on les voit se croiser et vivent chacun de leur côté, mais aussi ensemble. Tout ça, j'adore. Et j'adore découvrir les liens, en fait, au fur et à mesure qu'ils peuvent avoir les uns avec les autres. Et donc, voilà, ce genre de livre, j'adore. Donc, Catherine Pancol, j'aime aussi beaucoup son style parce que je trouve qu'elle a vraiment un style libre. Voilà, elle écrit presque comme elle parle. Et ça, c'est aussi ma marque de fabrique. C'est que j'ai pas un style à faire des phrases alambiquées, très littéraires pour faire joli. Moi, ça va droit au but, c'est simple, c'est fluide. Enfin, c'est ce qu'on me dit. Ça fait un peu prétentieux de dire ça. Mais voilà, on me dit que c'est fluide parce que justement, c'est simple, quoi. Et moi, je trouve que la simplicité, il n'y a rien de plus beau. Donc, voilà, j'écris comme je parle. Alors, sans gros mots, hein, mais j'écris non, naturellement. Naturellement. Et voilà. Et j'ai pas envie qu'on touche à mon texte en me disant là, quand même, t'as fait une phrase sans verbe ou t'as fait. Non, moi je fais des petits bouts de phrases de temps en temps qui sont pas très juste grammaticalement, mais ça passe. Voilà. Donc ça aussi, j'aime beaucoup chez Catherine Pancol et je me souviens que je lui avais écrit un jour, il y a pas mal d'années. J'avais trouvé son adresse mail, je lui avais écrit et elle m'avait répondu très rapidement et très gentiment, un mail que j'ai toujours gardé. Et elle me disait qu'il fallait écrire simplement, je sais plus c'était quoi sa phrase, enfin vraiment qu'il fallait écrire comme ça quoi, sans se poser de questions et qu'on aurait toujours le temps de relire après si on voulait améliorer, mais il fallait vraiment que ça sorte comme ça quoi, sans se prendre la tête. Et j'ai gardé du coup ça et je trouve que c'est un très bon conseil que je donne souvent à des auteurs quand je fais du coaching par exemple. Voilà, je leur dis, écoutez, vous prenez pas la tête, c'est le premier jet. Vous écrivez tout ce qui vous vient et puis de toute façon, il y aura le temps de relecture ensuite pour si vous voulez modifier des choses, mais c'est le meilleur moyen d'avancer et que ce soit le plus spontané possible. Voilà. Et après, comme auteur, je lis aussi beaucoup toute la clique Mélissa d'Acosta, Agnès Ledig, voilà, ma copine Enola Brunetti, aussi qui a été auto-éditée et qui maintenant a été éditée. Enfin, toutes celles qui sont fortes pour toucher avec les émotions, en fait. Moi, j'aime pleurer en lisant un livre et j'aime voilà, j'aime être touchée et les belles histoires
je suis pas trop policier, science-fiction pas du tout. Ouais. Tout ça, j'admire les gens qui en écrivent parce que moi, j'en serais incapable. Mais non, moi, je suis très fleur bleue et très romantique et j'aime les belles histoires et être touchée par un personnage et encore une fois, me reconnaître dans des personnages. C'est beau ce que tu dis, c'est beau parce qu'il y a aussi cette part de féminité. Enfin, tu lis beaucoup d'auteurs féminines, du coup, Oui. et on sent la sensibilité et cet amour pour l'écriture, comment dire, ben voilà, l'écriture romantique, l'écriture authentique, avec les émotions, Ouais, avec les personnages véritables, authentiques. Et c'est ça. ça, j'aime Ah oui, beaucoup les aussi. J'ai lu personnages. Melissa d'Acosta Mhm. et je trouve que c'est. Enfin, moi, j'ai lu 2 livres, non, un livre de Melissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. Ouais. Et effectivement, ce roman, ça a été l'un des plus beaux que j'ai lu de ma Ah vie, oui, oui. parce que les Ouais, personnages, c'est touchant. Et je trouve ça ouais, formidable. ouais. Bah, moi, c'est vraiment quelque chose de très, très important pour moi. Les personnages, c'est ce que je travaille le plus. Ouais. Et hier, j'étais en train de relire justement le roman que je suis en train de finir, parce que j'avais besoin de voir des choses et c'est un peu limite de dire ça, mais ce que j'écrivais, ça me donnait envie de pleurer en fait. Tellement j'étais touchée parce que j'écrivais moi-même. Donc, ouais, non, mais c'est que ça marche du coup. Bah ouais, c'est bien, c'est que ça fonctionne, effectivement. Et alors, comment est-ce que tu t'organises pour écrire tes romans en parallèle de ton activité professionnelle? Est-ce que tu écris plutôt le soir, le week-end, pendant tes temps libres? Enfin, comment est-ce que tu fais? Alors, le soir, c'est impossible pour moi. Ouais, Même si je n'ai pas travaillé la journée, le soir, je ne sais pas aligner deux idées correctement. Donc, non. Je suis pas non plus du genre à me lever très tôt le matin pour écrire avant de commencer à travailler parce que je déteste me lever le matin. Mais j'écris oui les week-ends en général, les week-ends. Et puis bah j'ai la chance d'avoir un métier qui a des pauses quand même, même si voilà quand pendant que les enfants font la sieste, on a des choses à faire aussi à la maison. Mais j'ai quand même une heure par-ci, une heure par-là, de temps en ouais, temps. Et puis là, pour l'instant, j'ai que 2 petits en garde et je ne les ai pas tous les jours. Donc, c'est encore faisable. À partir de mars, il y en a un troisième qui arrive et qui va compléter les jours où j'avais personne. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. C'est pour ça que j'essaye vraiment de finir mon premier jet là avant mars. Normalement, ça sera bon ouais, pour pouvoir souffler, me dire c'est bon, tu auras moins de temps, mais c'est fait, le plus gros du travail est fait. Pour les prochains romans, ben, il faudra que je m'organise autrement, certainement. Ou alors espérer très fort que ce petit bébé va faire des longues siestes. Voilà. Mais ça, on peut jamais le savoir à l'avance. C'est aléatoire. bah, je te le souhaite, hein. Voilà, merci. Et, euh, et mis à part les romans, est-ce que tu as déjà écrit d'autres genres? Alors oui, j'ai écrit donc du coup des biographies. Alors pas beaucoup, mais là récemment, j'en ai écrit une pour un jeune homme, enfin un jeune homme, il a 40 ans aujourd'hui, c'est son anniversaire d'ailleurs, qui m'avait contacté parce qu'il avait enfin, il avait un parcours de vie, il a un parcours de vie très, très particulier et il voulait en parler. Donc, on a fait des entretiens vidéo pendant plusieurs mois. Et là, on est en phase de bientôt la relecture et la correction. Voilà, donc ce sera pas quelque chose de très long parce que bon, sa vie, il a que 40 ans et puis il a commencé à me raconter ce parcours de vie particulier. Ça fait 3 ou 4 ans en arrière, donc bon, ce sera pas un livre Ouais, très épais, mais il voulait quand même livrer son témoignage là-dessus. Et sinon, oui, quand j'habitais à Montpellier aussi, j'ai écrit un début de biographie d'un monsieur très âgé, par contre, et puis ça s'est pas poursuivi par la suite. Et sinon, je réfléchis, non, pas vraiment. J'ai écrit des poèmes et des paroles de chansons aussi quand j'étais plus jeune, mais voilà. J'ai pas encore écrit de paroles de chansons pour Vianney, il fait ça très bien, il n'a pas besoin de moi. Peut-être un jour, mais...
Peut-être une future collaboration, qui sait, ouais. Voilà. Alors, et à côté de l'écriture, de ta passion pour Oui. l'écriture, tu as aussi un site internet, sur ce que tu fais, bien sûr. Et j'ai vu que sur ce site internet, j'ai vu que tu t'étais lancée dans l'auto-édition depuis 2016. Donc, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de l'auto-édition? Qu'est-ce que tu aimes dans l'auto-édition? Est-ce que tu vois des inconvénients à ce choix ou pas du tout? Alors, j'ai commencé par l'auto-édition pour le premier, parce que tout simplement, je reviens toujours à cette histoire de manque de confiance en moi, et j'avais peur que si je l'envoyais à des maisons d'édition et que j'avais des refus, ça me bloquerait et que je ne sois Ouais, plus libre, sur lequel j'avais travaillé quand même pendant longtemps. Donc, quand je me suis renseignée un peu, que j'ai connu ce principe de l'auto-édition, je me suis dit, on va commencer comme ça. Au moins, je suis sûre qu'il sortira et puis on verra bien les retours. Alors, à l'époque, j'étais pas du tout dans le même mood que maintenant, c'est-à-dire que j'en parlais un peu sur ma page Facebook, j'en ai vendu quelques-uns, vraiment pas grand-chose à la famille, quelques amis proches, etc. Mais j'ai pas fait de pub plus que ça. J'ai pas fait de dédicaces et tout ça. Vraiment, c'était très confidentiel, comme si je voulais y aller peut-être par étapes. ouais, Entre le moment où tu montres à personne et le moment où tu te retrouves dans les librairies, il y a quand même une grosse marge. Et ensuite, quand j'ai sorti le 2, mon mari m'a dit, écoute, c'est quand même dommage de ne pas avoir essayé les maisons d'édition. Si tu veux, je m'en occupe. Donc, il m'a imprimé, je ne sais pas combien d'exemplaires du manuscrit. Il m'a sorti une liste d'adresses de maisons d'édition. Il m'a dit, tente, tu verras bien. Et donc, voilà, comme le 2, je voulais un peu plus le pousser. J'avais plus de gens qui me suivaient, donc je voulais quand même tenter de faire quelque chose. Mais je me disais, s'ils n'ont pas lu le 1, les gens ne vont pas vouloir acheter le 2. Donc, du ouais, coup, je me suis un peu plus mise en mode guerrière et j'ai commencé voilà, à aller toquer à la porte des librairies, à demander des dédicaces. Alors, au début, c'était très dur pour moi parce que ça se voit peut-être pas là, mais j'ai vraiment un gros souci. J'avais un gros souci de timidité. Et même aller acheter du pain quand j'étais jeune, c'était impossible parce qu'il fallait parler à la boulangère, c'était même pas la peine. Et donc me retrouver face à des gens, à leur vendre mon livre, à leur parler et tout, c'était compliqué. ouais. Mais je me suis un peu poussée et j'ai pas eu de réponse positive des maisons d'édition. J'ai eu des réponses gentilles, mais voilà. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, c'est que ça devait pas arriver. Et je suis restée en auto-édition. Ouais. Depuis, j'ai rencontré plein d'auteurs qui sont comme moi et avec qui il y a beaucoup d'entraide, je trouve, et beaucoup de solidarité. Et j'aime beaucoup, en fait, cette famille de l'auto-édition. Je trouve que vraiment, il n'y a pas de concurrence, que c'est bon enfant. Voilà. Et en fait, j'ai peur que si j'ai un livre qui se retrouve dans une maison d'édition, de perdre cette liberté qu'on a, Ouais, de devoir laisser quelqu'un corriger peut-être des choses que j'ai écrites. Alors, je parle pas de ce qui est orthographe et tout ça, mais de remanier des parties de mon livre. ouais. J'ai pas envie qu'on touche à mon bébé. Voilà, s'il est comme ça, c'est qu'il doit être comme ça. Je l'aime comme ça. Et s'il n'est pas parfait, tant pis. Et voilà. Et personne ne l'est. Et j'ai pas envie qu'on m'impose un titre. J'ai pas envie qu'on m'impose une couverture. Donc voilà, je veux rester maître de ce que j'ai écrit. Les inconvénients, oui, il y en a, parce que évidemment, ça implique de faire tout le boulot, du boulot que tu consacrerais peut-être à écrire plus longtemps, tu dois t'en occuper, tu dois t'occuper de la compta, de contacter des Ouais, partenaires, de faire des posts sur les réseaux. Bon, ça, j'adore ça, mais ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. ouais, Euh, voilà, de toute la partie qui est hors écriture, toute la partie commerciale, etc. Mais après, je sais que tu peux très bien être en maison d'édition et devoir le faire aussi. J'ai plein de cas autour de moi ouais. de maisons d'édition qui ne font pas grand-chose à part empocher leur pourcentage. Et
Et non, mais c'est triste, mais c'est vrai. J'ai des copines Ouais. qui sont en maison d'édition et c'est elles qui doivent démarcher pour faire des salons du livre, c'est elles qui doivent tout faire. En plus, tu n'as aucune visibilité sur sur ce que tu as vendu, sur ce que tu vas toucher. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont quand même pas très pratiques. Qu'en auto-édition, ben, si tu mènes bien ta barque et que tu arrives à être visible, ce qui n'est pas facile, ben ça peut marcher quoi. Donc voilà, pour moi, il y a beaucoup plus d'avantages. Et les inconvénients, ben, c'est le temps que ça prend pour le reste et de devoir savoir tout faire. Mais après, c'est aussi apprendre des nouvelles choses et ça peut être enrichissant aussi. Donc Ouais. voilà, je suis pas une pro de l'auto-édition. Il y a plein de choses que je connais pas encore. Il faudrait que je me forme sur plein de choses, mais pour que ça soit vraiment efficace et toucher plus de gens. Mais pour l'instant, j'ai pas le temps au milieu de tout ce que je fais déjà, de prendre du temps pour ça. Mais ça, c'est dommage. Peut-être que si je le faisais, j'arriverais à être une star internationale. Non, On sait jamais, hein? Pourquoi pas? déjà, française, ce serait bien. Bah, après, c'est vrai qu'avec l'auto-édition, j'avais interviewé une auteure qui a mon âge, qui a 25 ans, et qui disait que ce qui lui plaisait elle, dans l'auto-édition, c'était vraiment cette liberté de pouvoir tout faire soi-même, de A à Z, et de construire vraiment le livre dans son entièreté. Et c'est ça qui lui plaisait beaucoup. Et beaucoup d'auteurs auto-édités, justement, aiment cette partie, enfin, ce côté libre, finalement, comme tu dis, quoi. Et ça, c'est super intéressant aussi. Ouais. Bah, après, si ça marche pas, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, quoi. Du coup. Ouais, ça aussi. Et alors, est-ce que tu as fait beaucoup de dédicaces depuis que tu publies, que tu auto-édites tes romans? Ouais. Alors, j'en fais pas autant que certaines, hein, clairement, parce que j'en vois qui sont en dédicace ou en salon tous les week-ends. Moi, je peux pas. J'ai quand même des enfants. Je tiens à garder du temps pour eux le week-end. Ouais. Mais même si je n'avais pas mes enfants, je pense que j'aimerais pas non plus faire ça tous mes week-ends. Et j'adore rencontrer les gens, j'adore faire des dédicaces. De temps en temps, souvent, je reviens chez moi d'ailleurs avec des étoiles plein les yeux. Même si j'ai pas vendu énormément, j'ai rencontré des gens super intéressants qui étaient très intéressés par ce que je leur racontais, qui m'ont encouragée. Voilà, rien que ça, même s'ils n'achètent pas le livre, ça fait du bien. Ouais. Et puis voilà, et puis on rencontre des auteurs aussi qu'on connaissait pas. On agrandit sa liste de contacts c'est toujours un bon moment. Voilà. Après, j'ai fait des dédicaces des fois dans des marchés de Noël, par exemple, récemment, où je me suis ennuyée, on va dire, comme un rat mort toute la journée parce que il y avait très peu de monde, que le peu de monde qui passait regardait même pas mon stand et comme je suis pas du genre à alpaguer les gens en leur disant hey, venez voir, moi j'attends qu'ils viennent, donc du coup je voyais les gens passer toute la journée, j'entendais Maria Carré dans les oreilles toute la journée en boucle, que bon ça marchait bien forcément. Et voilà, et je suis rentrée chez moi le soir, sincèrement, je ne vais pas te mentir, j'étais démoralisée, je me suis dit j'ai perdu ma journée quoi. Donc voilà, ça arrive, il faut le savoir, et puis c'est le jeu, quoi. Mais voilà, il y a eu beaucoup plus de fois où j'étais très contente et j'avais passé des super journées. Ouais. Et donc c'est pareil, est-ce que tu te rembourses dans... Enfin, du coup, tu dis que tu te réserves des week-ends, mais les salons du livre, par exemple, parce que c'est là qu'on s'est rencontrés à Rouvenac, est-ce que tu en fais aussi de temps en temps comme des dédicaces? Enfin, comment dire? Où est-ce que tu fais tes dédicaces? Est-ce que c'est exclusivement dans des salons du livre ou est-ce que tu en as déjà fait dans des enseignes comme Cultura, Leclerc Culture? J'ai fait un peu de tout. J'ai fait Leclerc, j'ai fait Cultura, j'ai fait supermarché de ma petite ville, la bibliothèque. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Un magasin aussi qui n'avait rien à voir avec une responsable de magasin qui adore recevoir des auteurs pour faire des dédicaces. Je reste beaucoup pas trop loin de chez moi. On va dire Rouvenac, c'était le maximum que j'ai fait, c'était à 1 heure de route. Ouais. Et j'essaye de pas dépasser 1 heure parce que quand même, ça coûte de l'argent. Et voilà, j'essaye de trouver des choses. Moi, je suis pas loin de Carcassonne, donc du coup, voilà, là, bientôt,
dans un peu moins d'un mois, je fais une dédicace au Leclerc de Carcassonne, par exemple, à l'espace culturel. Et j'en avais déjà Ouais. fait une. J'en avais déjà fait une il y a un an et demi là-bas. Ça s'était bien passé. J'avais bien vendu. Donc, du coup, là, je les ai relancés. Et ils m'ont dit que voilà, le 11 ou 12 février, je sais plus, ils avaient un créneau. Donc, je me suis placée dessus. Mais voilà, il faut toi-même. Du coup, j'ai jamais été invitée quelque part en tant qu'auteur. Il faut que ça soit moi qui cherche les salons, qui Ouais. essaye de réfléchir. Là, peut-être je pourrais demander. Puis comme je suis timide, ben c'est toujours compliqué pour moi de prendre mon téléphone et d'appeler tel magasin pour demander. Donc c'est souvent les mêmes que je fais du coup parce que je les connais maintenant. Et voilà. Mais ouais, j'aimerais bien faire plus de salons, mais allez, on va dire pas plus d'un tous les 2 mois, quoi, maximum, parce que sinon, j'ai plus le temps pour écrire, j'ai pas le temps de voir mes enfants, mon mari va Ouais, bien râler. sûr. Voilà. J'ai pas envie de faire ça tous mes week-ends. Prendre ma voiture, aller faire, comme certaines, traverser une partie de la France pour aller faire un salon quelque part. Je trouve ça super, ça Ouais. doit être super intéressant, mais moi, je me vois pas faire ça. Pas pour l'instant, en tout Je cas. comprends. Après, c'est vrai que ça doit être aussi un peu, surtout que, comme tu dis, tu es timide, je suis timide aussi, donc je comprends Mm. qu'à à Mm. la fin de la journée, ça doit être aussi un peu épuisant d'avoir vu du Ouais. monde, d'avoir parlé, d'avoir. Ouais. Ah ouais, non, mais à la fin, je suis claquée. Alors, si après, tu dois faire dans la route pour le retour, je te dis pas comment je suis Ouais. revenue de mon snack, je sais pas bien. Ah non, mais c'est vrai que ça doit être une sacrée épreuve hein, pour les personnes un petit peu, voilà, un petit peu timides. Ouais. Voilà, c'est une épreuve qui ne doit pas être facile à gérer Bah, aussi. Mais après, ça doit c'est être. une passion. Enfin, moi, Ouais, ça me fait vibrer, du coup, de pouvoir en parler. C'est toujours super, quoi. Mais ça demande, voilà, une organisation pour la ouais, famille, pour tout ça. Et je peux pas faire ça tous les week-ends. Enfin, même, je veux dire, plusieurs week-ends. Là, en novembre et décembre, j'en ai fait quasiment tous les week-ends parce que c'était la période d'avant Noël et que j'ai plein de trucs qui se sont mis à ce moment-là. Mais j'étais épuisée, quoi. Je suis arrivée ouais. fin décembre, j'étais crevée, quoi. D'ailleurs, je suis tombée malade, à mon avis, c'est pas étonnant, quoi. Donc, enchaîner le Ouais. travail la semaine et le week-end, pas pouvoir se reposer, au bout d'un moment, c'est chaud, quoi. Oui, je comprends. Le Mm. corps, il dit stop Ou à un alors, il moment faut faire donné. que ça, il faut faire que ça. Il faut faire que ça. Peut-être que si je j'étais pas nounou la semaine, que je faisais juste écrire des livres, même si c'est aussi du travail, bah, je serais moins fatiguée, Ouais. je me reposerais plus la semaine et le week-end, je pourrais. Mais non, là, c'est pas possible de concilier tout, quoi. Non, mais oui, c'est un peu compliqué. Et Ouais. c'est grâce à ces dédicaces, à ces salons du livre que tu parviens à te faire connaître petit à petit, ou est-ce que tu as d'autres moyens de promouvoir tes ouvrages? Alors, je sais pas si c'est ça, parce que j'en vends pas non plus énormément sur les salons. Il y a à chaque fois 3 ou 4, voire 6 maximum, mais c'est déjà 6 personnes qui ne me connaissaient pas et qui m'ont découvert. Donc oui, petit à petit, peut-être ça fait monter un peu le niveau. Après, j'ai ma page Facebook et Instagram où j'essaye quand même de faire pas mal de choses pour motiver les gens à me suivre. J'essaye toujours de trouver des moyens, des trucs Mm. originaux pour ça. Encore une fois, mon cerveau créatif fonctionne à plein régime. Et sinon, bah, mes deux derniers romans, ils sont passés sur Ulule en financement participatif. Donc, c'était aussi pour me faire connaître de plus de gens, puisque ça a marché. Il y a des gens qui ne me connaissaient pas, qui étaient sur Ulule. Ah bah, il pleut. Qui étaient sur Ulule pour voir un peu les projets, etc., qui sont tombés sur mon projet, qui ont aimé ma présentation et qui ont acheté mon livre. Alors que sans ça, ils auraient certainement jamais entendu parler de moi. Et Ouais. ouais, donc je pense que c'est un peu tout ça. Voilà ce que j'essaye de mettre en place. Et donc, bah, comme tu viens de dire, tu as un compte Instagram, une page Facebook et puis aussi un site d'auteur. Donc, est-ce que tu y es très active sur ces réseaux sociaux, justement pour communiquer sur tes ouvrages, sur d'autres choses peut-être? Mhm. Donc, est-ce que tu y es vraiment très active?
Alors, mon site d'auteur, il faut clairement que je le mette à jour parce que je crois qu'il n'a pas été mis à jour depuis la sortie de mon 2e livre. Donc, je crois que mon 3e livre n'y est même pas encore. Faut vraiment que je m'en occupe, mais j'ai la flemme. Par contre, Facebook, Instagram et TikTok aussi, où je publie de temps en temps des vidéos, on va dire rigolotes. Ça, c'est plus mon fun à moi. Mais sinon, Facebook et Instagram, oui, j'essaye de publier. Allez, on va dire au moins 4 posts par semaine. Donc, oui. c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes des deux côtés. Mais j'essaye de varier. J'ai un calendrier, je suis très organisée pour ça. Et je les prépare, je les planifie quand j'ai du temps. J'en planifie plusieurs, comme ça c'est fait. Et je dois pas y penser tous les jours en me disant tiens, j'ai ça à mettre. Mais voilà, j'essaye de faire des choses variées. De temps en temps, des extraits de livres. De temps en temps, je présente un personnage. De temps en temps, je parle de quelque chose de personnel. Enfin voilà, j'essaye de pas ennuyer les lecteurs. Ouais. Mais voilà, le problème des réseaux sociaux, c'est que ce cher algorithme a tendance à nous pourrir le travail et que des fois, tu te creuses la tête pour faire un post que tu trouves super innovant, tu travailles, tu fais un beau visuel et au final, il apparaît pas dans le fil d'actualité de tes abonnés et tu as 2 likes sur un truc que tu as mis 3 heures à faire. Donc, c'est vrai que c'est décourageant. Moi, plusieurs fois, j'avais envie de tout casser en me disant, mais ça sert à quoi, en fait, que je me casse la tête, quoi. Et puis après, une fois que tu sais que c'est comme ça et que tu peux rien y faire, tu dis, tant pis, je le fais. Puis même s'il y a 2 personnes qui le voient, il y aura 2 personnes qui le verront. Mais voilà, j'ai créé il n'y a pas longtemps une newsletter pour aussi pouvoir apporter à ceux qui sont inscrits les informations au cas où ils n'auraient pas vu l'information passer sur les réseaux. Parce que j'ai vu que ça se faisait et que c'était très utile. Si un jour Facebook ou Instagram s'arrête, il faut que j'ai quelque chose qui reste en lien avec les gens qui me suivent. Oui. Donc voilà, on ne sait jamais. Donc j'ai la newsletter depuis quelques temps. J'en envoie une tous les 15 jours. Et bon, pour inciter les gens à s'inscrire, à rester inscrits, de temps en temps, je leur balance un petit scoop que je ne parle pas sur le reste des réseaux. Comme ça, voilà, ça leur fait plaisir et puis ils se sentent un peu privilégiés. Ils le sont d'ailleurs. Donc voilà, j'ai ces 4 choses-là et le site d'auteur, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui passent. Je pense que les gens sont plus réseaux sociaux maintenant. Je le garde quand même, mais bon, j'ai pas beaucoup de retours par rapport au site en tout cas. Et justement, parce que tu as tous ces réseaux sociaux, ce site, même si tu l'utilises pas trop, est-ce que pour toi, c'est une façon de rester, enfin d'avoir une connexion avec ta communauté et d'être, d'avoir ce rapport avec eux un peu de proximité finalement, pour que tu puisses avoir un lien avec tes lecteurs et oui, de toute façon, c'est le seul lien que je peux avoir, c'est celui-là, quoi. Je suis pas, ils sont répartis de partout dans la France, j'en ai même à l'étranger. Voilà, c'est quand je poste quelque chose, j'attends des réponses. Alors parfois, j'ai que des likes et des fois je me dis bon, j'avais posé une question dans le truc. Et si les gens ils likent juste, qu'ils répondent pas, ça sert à rien. Donc je me dis bon, il y en a qui like comme ça. Voilà, moi aussi ça m'arrive des fois sur Instagram de liker des posts parce que le visuel me plaît, mais je lis pas forcément le texte. Oui, c'est ce que je recherche, c'est rester en lien avec eux, savoir ce qu'ils recherchent. D'ailleurs, ils sont très importants pour moi dans l'écriture. Par exemple, le dernier, Ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard, il part de Fixia. Fixia, c'est les gens qui m'ont permis de faire ce concours, d'aller loin. J'ai terminé 22e sur 200 et quelques romans. Parce que les gens ont liké, ont commenté, ont partagé. Donc, à partir de là, pour moi, c'est devenu un roman presque collaboratif, en fait. Plusieurs fois, je leur ai demandé s'il y avait des personnages, un genre de personnage qu'ils aimeraient voir dans le roman.
Donc, on m'a donné des suggestions, j'en ai choisi quelques-unes, j'ai fait des personnages qu'on m'avait suggérés. De temps en temps, c'est un prénom. Voilà, je me dis, tiens, je leur dis, tiens, pour mon roman que je suis en train d'écrire, tiens, alors voilà, un jeune homme de tel âge dans les années tant, il est étudiant en ça, son caractère c'est ça, est-ce que vous pensez à un prénom? Et ben voilà, j'ai eu une liste de prénoms, puis j'ai choisi le prénom de ce qui était revenu le plus souvent. Voilà, j'adore les faire participer comme ça. Aussi, j'aime bien faire des concours. Alors moi, j'essaye de faire des concours de temps en temps pour gagner mes livres, mais financièrement, je peux pas me permettre de le faire trop souvent. Mais par contre, je fais des concours, par exemple, où il y avait la personne qui a gagné, elle avait un personnage dans le livre. Et ça plaît vachement parce que du coup, voilà, c'est original et ça fait, voilà, ils sont contents, ils ont leur personnage dans le livre, ils sont fiers. Alors, évidemment, je les ai interviewés aussi pour connaître leur vie, puisque s'ils sont dedans, c'est que je raconte aussi qui ils sont. Donc voilà, et puis tous les trois, ils m'ont dit que j'avais parfaitement résumé, qu'ils s'étaient vachement reconnus. Donc j'ai dit bon, ça va. Et voilà, je fais des petits trucs comme ça pour faire participer les lecteurs et pour les inclure dans les projets en fait. Donc ça permet aussi de garder un lien. Ah, je trouve ça génial, le fait de les faire autant participer et cette idée de les inclure dans un roman, je trouve l'idée géniale, franchement. Et puis à eux aussi, ça a vraiment dû leur plaire. Ouais, puis je leur demande souvent leur avis sur des couvertures. Alors après, j'ai toujours mes préférences. Donc pour la dernière, là, si je vois qu'il y en a qui ont plus choisi une autre que j'avais moi choisie, je leur dis, bon, écoutez, je prends en note. Mais moi c'était celle-là de base. Donc, en fait, la photo qu'ils avaient choisie en majorité, je ne l'ai pas mise en couverture, mais je m'en suis servie pour faire mes marque-pages, par exemple, pour avoir quand même quelque chose. Voilà. C'est super. Franchement, tous ces projets que tu mènes avec ta communauté, je trouve ça génial. J'avais jamais entendu ça encore. C'est ah ouais, tu vois, merci. Et donc, est-ce que pour l'avenir, est-ce que tu as des projets dans l'écriture, de nouveaux romans, de nouvelles... Alors, dis-nous tout. Oui. Alors déjà, je suis en train de, comme je disais, finir le 4e. Alors à la base, il devait être le 3e. Ouais. Mais il y a eu le concours Fixia qui s'est pointé entre deux. Et quand j'ai eu terminé donc ces choses au fond de, le concours de ces choses au fond de nous qui nous font des guettards, je me suis dit, je ne vais pas le laisser dans un tiroir, c'est trop bête, il est presque fini, il plaît aux gens. Donc, du coup, je l'ai retravaillé et je l'ai sorti. Et du coup, le 4e, qui avait déjà commencé, pour lequel j'avais déjà commencé à bien travailler, je l'ai mis en pause et je l'ai repris ensuite. Donc là, il est bientôt terminé. Alors, on n'est plus du tout dans le feel good. Disons que c'est un fil moyennement good parce que ça va bien. Ça va bien finir, il y a toujours cette notion d'espoir, de résilience, blablabla. Mais par contre, elle a une vie vachement dure quand même avant. Et donc voilà, ça va s'appeler À n'avoir que toi d'Horizon. Voilà, toujours dans une chanson, c'est dans Aimer à perdre la raison. Et c'est l'histoire de Penny qui habite à New York et qui traverse les attentats du 11 septembre. Voilà, en gros, pour pas en dire trop, voilà, elle traverse ça difficilement et de là va découler sa vie ensuite qui va être toujours comment dire, j'ai trop parlé, je perds mes mots. Qui va être impactée par ce qu'elle a vécu ce jour-là, on va dire ça comme ça. Et donc, je raconte sa vie jusqu'à peut-être 6-7 ans après ce jour-là. Et donc, c'est assez noir, mais en même temps, c'est un sujet qui m'a... Enfin, évidemment, moi, toi, tu es très jeune, mais moi, les attentats de 2001, j'avais 21 ans presque et j'ai pris ça en pleine face et je pense que ça a bouleversé beaucoup de gens.
Donc voilà, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai regardé beaucoup de films, de documentaires, j'ai écouté des podcasts parce que vraiment, je tenais à ce que ça soit le plus proche possible de ce qui s'était réellement passé. Oui, Je ne me d'accord. voyais pas faire quelque chose de fiction totale, inventer des choses, Oui, etc. Je voulais vraiment rendre hommage à ce qui s'était passé, enfin, aux gens qui avaient vécu ça, sans déformer la réalité. Donc, ça va jusqu'à la couleur de la cage d'escalier par lequel ils descendent pour sortir de la tour, tu vois. Ça va ouais, je jusque-là. vois. Donc, Oui, oui. voilà, j'ai essayé vraiment d'être le plus crédible possible. Et donc, là, j'arrive à la fin de l'écriture. Après, ça sera toute la phase de relecture, correction. Je pense que je vais avoir un gros travail parce que je dis toujours en rigolant, mais je pense que ce livre, ça peut être mon chef-d'œuvre. Voilà. J'ai tellement travaillé dessus et j'en D'accord. suis tellement fière que je veux vraiment qu'il soit le plus beau possible. Et d'ailleurs, ce matin, j'étais au téléphone avec ma copine Enola Brunetti, qui est auteure aussi, et je lui ai demandé conseil pour la fin parce que j'étais perdue. Et quand je lui ai dit la fin que je pensais, elle m'a dit oh là, rien que d'y penser, je pleure déjà. J'ai dit bon, allez, c'est bon, je prends cette fin. C'est bon. Donc voilà, donc ouais, j'espère vraiment, je sais pas, mais je croise les doigts pour que ça soit vraiment un livre qui marquera les gens. Et donc ensuite, j'ai deux autres idées qui n'en sont qu'à l'étape d'idées pour l'instant. Donc le premier, c'est un livre à quatre mains, première fois que j'écris à quatre mains, que je vais écrire à quatre mains, donc avec Enola, parce qu'on est pareil, qu'on écrit de la même façon et qu'on s'entend hyper bien. Donc pour l'instant, je peux pas trop en dire parce que c'est vraiment un genre que j'ai jamais travaillé, mais on s'est tout de suite mis d'accord là-dessus parce que c'est quand même quelque chose qui nous intéresse toutes les deux, mais qu'on n'a jamais écrit dessus. Donc j'en dirai plus quand j'en saurai plus. Et le Ouais. troisième, c'est une uchronie. Alors une uchronie, pour ceux qui ne savent pas, c'est un livre qui part d'un fait historique avéré et qui raconte comment les choses se seraient passées si un détail de l'histoire avait Ah changé. oui, d'accord. Voilà. Donc, il y en a plein. Il y a sur Napoléon, sur Hitler, si jamais il avait été tué avant. Enfin, Ouais. il y en a plein de sortes. Et moi, j'adore l'histoire. Je suis passionnée d'histoire, surtout de certaines périodes. Et j'ai envie de tenter ça sur un sujet qui me passionne. Voilà. Et j'ai pas encore du tout commencé à travailler dessus, mais je vois à peu près où aller. Donc, dès que celui en cours est terminé et que c'est bon, je m'y mets. Ça va être, ça va être, ça va être du travail, mais parce que c'est complètement différent de ce que j'ai fait pour l'instant. Mais on va voir ce que Mm. ça donne si je suis capable de faire autre chose. Bah, c'est bien d'expérimenter autre chose aussi, hein, de Ouais, voir, de faire un petit peu de tout, ouais. Ouais, ça a ouais. l'air super intéressant. En tout cas, les édits que ça donne envie déjà de les lire, même si Ah, ça bah, n'existe pas encore, ça il donne faut envie. continuer à me suivre pour avoir la suite. Comme je partage beaucoup, Voilà, c'est ça. et comme je partage beaucoup toujours sur ce que je fais, vous en saurez plus bientôt. Ben justement, est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'il y a un endroit spécifique où on peut trouver, acheter tes ouvrages? Et puis après, moi, je rajouterai les liens de tes réseaux sociaux Ouais, pour qu'on puisse te suivre directement. Mais est-ce que tu d'accord. Eh as ben, un endroit dédié? alors j'ai une boutique qui est reliée à mon site. Qu'il faut que je mette à jour aussi parce que du coup, je crois qu'il n'y a pas le troisième. Mais sinon, on peut passer par moi, par message privé. Alors, le premier est sur Amazon pour l'instant, mais c'est tellement compliqué sur Amazon quand on n'est pas auto-édité par Amazon. On touche Oui. quasiment rien. Donc, je l'ai laissé. J'ai un projet là pour le prochain de tenter l'auto-édition par Amazon pour voir ce que ça donne. Parce que je pense que même si beaucoup de gens n'aiment pas Amazon, ça peut me donner une grosse visibilité. J'aurai toujours un stock chez Oui. moi pour les dédicaces, pour même les gens qui veulent commander un exemplaire dédicacé que je leur envoie. Ça, j'aurai toujours un stock chez moi, mais on verra. Pour Amazon, il faut que j'étudie la question précisément. Et sinon, oui, en passant par moi, c'est le plus simple. Voilà, en m'envoyant un message privé et après, je peux faire les envois de partout, en mondial relais ou par la poste avec une petite dédicace et un marque-page en cadeau. Voilà. Ah, ça c'est chouette. La petite marque personnelle, c'est sympa. Ah bah oui. Bon, ouais, ben écoute, ben, c'est la fin de l'interview.
Donc, Oui, je te remercie grandement d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était bah, merci super à toi, intéressant c'était cool. d'apprendre à... C'était vraiment super intéressant de te découvrir, d'en savoir plus sur ton univers. Et puis moi, je me suis éclatée. C'était vraiment chouette. Bon, bah, tant mieux, Donc, moi aussi. j'espère que nos auditeurs apprécieront aussi. Et puis, bah, sur ce, je vais te dire encore un grand merci et puis à bientôt. Merci à toi, à très vite. Salut!